Donc merci d'être ce matin avec nous pour qu'on puisse vous parler effectivement du déploiement, du développement professionnel continu en établissement de santé. On a le plaisir d'intervenir à deux voix. Jean va se présenter. Je suis donc Michèle Lenoir-Selfati et je suis la directrice générale de l'Agence nationale du DPC. Et on a souhaité monter cette intervention avec Jean Petit, qui va se présenter, vraiment destiné aux professionnels d'établissements de santé que vous représentez, j'imagine. Voilà, bon, en quelques mots, moi j'ai un parcours de médecin, je suis anesthésiste réanimateur, et puis je me suis intéressé, voilà, merci, c'est mieux là comme ça, voilà. Je me suis ensuite intéressé à la qualité, à la sécurité des soins. J'ai dirigé la direction de la qualité au CHU de Rouen, puis à Toulouse. Et on a travaillé ensemble à la Haute Autorité de Santé. On continue à travailler ensemble sur ce nouveau domaine de l'approche qualité pour les professionnels et les établissements. Bien, donc on va tout de suite, on a 45 minutes. On va déployer une présentation le plus rapidement possible pour se garder un temps de questions, bien sûr, puisque l'objectif, c'est de parvenir aussi à répondre à un certain nombre de questions. On reste assis parce qu'on nous a dit de rester assis, c'était plus simple pour la bobine. Voilà, mais vous nous voyez, j'imagine. Alors, premier point... un certain nombre d'entre vous ont vu arriver dans le paysage français le développement professionnel continu en 2009, réforme en 2016, et sûrement dans un certain nombre d'établissements de santé, tout le monde a dû se dire c'est quoi ce nouveau machin, cette nouvelle obligation réglementaire qui s'ajoute aux autres, dont on ne sait pas trop quoi faire et qu'il va falloir gérer. Le développement professionnel continu, il n'arrive pas comme ça de l'imagination fertile du législateur qui a envie d'ajouter des contraintes aux contraintes pour les professionnels des établissements. Il s'inscrit dans un mouvement international et le DPC, CPD, dans les pays anglo-saxons qui ont démarré largement avant nous, c'est un dispositif qui se met en place aujourd'hui partout, qui répond à quelle question, et donc ça c'est essentiel, la question du maintien des compétences des professionnels de santé. Les professionnels de santé sont diplômés en fonction de leur diplôme entre 21 et 30 ans, pour ceux qui ont des études longues, notamment les professions médicales. Et au fond, ils peuvent continuer aujourd'hui toute leur carrière sans qu'on s'assure de façon régulière qu'ils maintiennent leurs compétences. Or, pour les usagers du système, il y a nécessité de donner une garantie que les professionnels de santé qui les prennent en charge sont des professionnels toujours compétents. Et pour être toujours compétents, ça veut dire qu'ils ont maintenu d'une part leurs connaissances, d'autre part leurs compétences. Et ça, c'est ce qui fonde le DPC dans l'ensemble des pays qui le mettent en place. Et donc partout, le DPC représente une obligation déontologique liée aux caractéristiques des exercices professionnels. Et notamment dans un contexte d'évolution technologique et scientifique régulière. J'ai appris mon métier dans les années 80, aujourd'hui, mon savoir, si je ne l'entretiens pas, est obsolète. Donc ça, c'est un point important. La deuxième chose, donc toute une série de pays, et c'est ce que je vous montre, il y a eu en 2015 une étude européenne qui s'appelle CPD Mapping dans 31 pays européens, et tous ces pays avaient déployé le DPC. Quand on regarde en dehors de l'Europe, le DPC est déployé de longue date aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans les pays asiatiques. C'est-à-dire qu'on a vraiment... La question, c'est
Est-ce qu'on en reste à une obligation déontologique, c'est-à-dire qui n'est pas supportée par un texte législatif ou réglementaire, ou est-ce qu'on va plus loin et est-ce qu'on inscrit le DPC comme une obligation législative et réglementaire? Quand on regarde ce CPD mapping et qu'on regarde les 31 pays européens, 28 pays sur 31 ont mis en place un système obligatoire. Pas pour toutes les professions, c'est très variable en fonction du périmètre, mais la tendance générale dans l'ensemble des pays, c'est l'évolution vers des systèmes obligatoires de DPC. Et j'y reviendrai en conclusion, ce qu'on appelle des dispositifs de recertification périodique des compétences. Voilà. Avec évidemment des niveaux et des modalités variables. Donc, partout le DPC, obligatoire ou volontaire, de plus en plus obligatoire. Et dernier point, il y a évidemment dans tous les pays des interrogations sur la gouvernance du système, qui à la tête, qui en pilote, avec vous voyez, cette flèche va du plus professionnel au plus étatique, j'ai envie de dire, avec des systèmes de gouvernance par les professionnels. C'est le Canada qui incarne le plus ce système. Et puis, sans doute dans une tradition jacobine qui est la nôtre, mais pas que, la France est dans le système de pilotage le plus gouvernemental, puisque, et c'est ce qu'on va vous présenter, c'est une agence sous tutelle de l'État qui pilote le DPC pour l'ensemble des professionnels de santé. Bon. Paysage international rapide. En France, quid? En France, 2009, en fait, c'est l'inscription de la France dans ce paysage international où la France aussi décide d'inscrire une obligation de DPC pour les professionnels. Mais en France, on fait toujours les choses jusqu'au bout et de façon maximale. Là où beaucoup de pays n'ont mis en place le DPC pour quelques professions, souvent médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens, enfin les professions soins primaires, j'ai envie de dire, l'équipe de soins primaires de base, la France d'emblée a engagé l'ensemble des professions de santé dans le DPC. Combien de professions de santé en France? 31 dans le Code de la santé publique. Combien de professionnels de santé? 2 millions. Et ça va des professions médicales et chirurgicales à des professions qui ne sont pas dans les établissements de santé, qui sont presque des professions qu'on vit comme des professions commerciales ou très peu connues, les opticiens lunetiers, les audioprothésistes, les épithésistes. Je ne sais pas si chacun ici sait ce que fait un épithésiste. Ils sont une trentaine en France et ils sont amenés à avoir la même obligation que les professions qui sont les plus représentées au sein de vos établissements. Alors, le DPC, ça vient d'où en France? La même chose, même idée, hein, donner la garantie que les professionnels maintiennent leurs compétences en continu. Avant 2009, plusieurs obligations que vous avez connues dans les établissements, l'obligation de formation professionnelle tout au long de la vie, la FMC obligatoire, loi de santé de 2004, l'évaluation des pratiques professionnelles, l'accréditation des médecins et des équipes à risque, et 2009, la loi HPST dit, plutôt que d'avoir différentes obligations qui s'imposent, mettons en œuvre ce qui se fait partout, le DPC. Et le rapport IGAS qui fonde le DPC, hein, je vous laisse lire ce qu'il dit. Il dit, voilà, les médecins, mais en fait on l'a ouvert à toutes les professions, doivent attester de leur inscription dans une démarche de DPC. Et une démarche de DPC, c'est défini au premier alinéa. C'est participer à des actions de formation continue, évaluer les pratiques et astreint pour les spécialités à risque à la déclaration et l'analyse des événements indésirables. Deuxième origine du DPC,
ça c'est beaucoup pour les libéraux, la nécessité de rompre avec la gestion au sein de la Convention qui s'était installée pour les libéraux et qui réservait au fond la dispensation du DPC à quelques organismes proches des organisations syndicales libérales qui étaient en totale opposition avec la directive dite service et dite Bolkestein pour le grand public, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait effectivement largement ouvrir le champ du DPC à la concurrence. Et troisième source qui a mis en œuvre le DPC, c'est les suites de l'affaire Mediator, puisque le DPC naît aussi des assises du médicament qu'avait présidé Édouard Couty dans les suites de l'affaire Mediator, avec l'idée qu'il fallait absolument rompre avec le financement de la formation des professionnels de santé par l'industrie pharmaceutique. Et donc, ces trois mouvements conduisent la France à mettre en place un dispositif, tous les mots sont importants, obligatoire, porté par la puissance publique et financé par l'argent public pour justement éviter le financement par l'industrie pharmaceutique. A-t-on complètement réussi cette affaire? Pas sûr, mais c'est au moins l'intention qui préside à la mise en œuvre du DPC chez le législateur. Alors, rapidement, c'est quoi le DPC en France? Et on répondra à des questions. C'est d'abord une gouvernance refondée, puisque 2016, juillet 2016, le législateur confie le pilotage du DPC à une agence nationale que j'ai le plaisir de diriger depuis cette date, juillet 2016, qui a deux missions principales. Premièrement, piloter le DPC. Et souvent, l'Agence nationale du DPC est vue comme plutôt concernant les libéraux, pas du tout. L'Agence nationale du DPC, c'est le pilote du DPC, quel que soit le mode d'exercice. C'est-à-dire qu'on le pilote pour les libéraux, on le pilote pour les opticiens, on le pilote pour les établissements de santé, on le pilote pour les médecins scolaires, infirmiers scolaires. Voilà. On est le pilote global du DPC. En revanche, on a une mission complémentaire sur le financement des professionnels libéraux. C'est-à-dire qu'on finance spécifiquement les professionnels libéraux et pas salariés. Et ça, c'est une mission spécifique. Donc vous voyez sur la chaîne qui va du portage professionnel jusqu'à l'incarnation par la puissance publique, la France a fait le choix, mais aussi parce qu'il y avait des problématiques industrie pharmaceutique, directive Bolkestein, etc., que la puissance publique prenne la main en pilotage. Bien sûr, la puissance publique prend la main au pilotage, mais elle ne travaille pas seule. Elle travaille évidemment avec les représentants des professionnels de santé pour construire un dispositif qui a du sens. C'est quoi le DPC? Donc ça, vraiment, Jean va y revenir. Le DPC, ce n'est pas la formation continue des professionnels de santé. La formation continue des professionnels de santé continue à exister. Le plan de formation à l'hôpital continue à exister. Ce n'est pas ça le DPC. Le DPC, c'est autre chose. Et j'ai rapidement donné les différents critères et on va y revenir un à un. C'est un parcours triennal autour d'orientations prioritaires qui sont publiées par arrêté, qui ne comportent pas que des actions de formation, mais aussi des actions d'évaluation de pratique et de gestion des risques. Et si on ne fait pas de PP et de gestion des risques, on ne valide pas son obligation de DPC. C'est une obligation avec un plancher et un plafond, on y reviendra, dont le professionnel rend compte, ça c'est important, vous êtes pour la plupart en établissement de santé, ce n'est pas à l'employeur, contrairement à la formation, d'apporter la preuve que ces professionnels se soumettent à l'obligation de DPC.
il y a une forme de renversement de charge de la preuve. C'est au professionnel d'apporter la preuve qu'il maintient sa compétence. Et évidemment, un objectif de garantie. Donc, si je reprends point par point l'ensemble de ces éléments, j'ai envie de dire que la nouvelle définition du DPC, l'extrait de la formation continue, en fait, là où il y a depuis 1999 des démarches qualité collective en établissement de santé incarnées par la certification des établissements, on introduit avec le DPC l'idée d'une démarche qualité individuelle du professionnel, qu'il fait individuellement ou en équipe de soins à l'hôpital, mais qui le concerne individuellement. Et j'ai repris les slogans internationaux sur le DPC. CPD is not CME, c'est-à-dire que ce n'est pas la formation médicale continue. Is more than CME, c'est-à-dire que c'est davantage, même si évidemment ça emprunte des chemins de formation. Ça, important, à l'hôpital, ne pas dire il y a le plan de formation, donc c'est le DPC. Il y a autre chose à faire et Jean va y revenir. Deuxièmement, le DPC, c'est un dispositif spécifique en soutien des politiques de santé. Et vous le savez, le DPC s'incarne dans des orientations prioritaires qui sont publiées par arrêté. Le dernier arrêté date de décembre 2015 et ce matin et cet après-midi, ma collaboratrice Sabine Cohen, si vous allez sur le stand de l'agence, va présenter la façon dont nous sommes en train de travailler autour des orientations prioritaires pour les années 2020 à 2022. Un nouvel arrêté qui devrait être publié, nous l'espérons, fin juin, début juillet. Voilà. Et 3 sources d'orientation, stratégie nationale de santé. Donc le DPC porte notamment et portera pour les années à venir toute la stratégie de transformation du système de santé voulue par la ministre, mais aussi des politiques conventionnelles, c'est-à-dire la façon dont ça accompagne les axes conventionnels entre la CNAM et les partenaires conventionnels. Et puis on travaille aussi avec ces nouveaux acteurs qui ont surgi dans le paysage, que sont les CNP, les conseils nationaux professionnels, qui représentent les différentes professions et spécialités et qui définissent des orientations par profession qui correspondent aux enjeux de transformation de l'exercice professionnel et des différentes professions. Troisième point, le DPC, c'est un parcours triennal. Et donc on regarde si l'obligation est satisfaite au bout de 3 ans. Et il y a 3 façons de remplir son obligation de DPC. Quand on est médecin de spécialité à risque, on peut le faire en entrant dans une démarche d'accréditation des spécialités à risque. Pour tous les autres professionnels, 2 façons. C'est faire de la formation, de l'EPP et de la gestion des risques, soit un plancher de 2 actions sur 3 ans, de 2 types différents, de la formation et de l'EPP et de la gestion des risques, soit suivre la recommandation de parcours de DPC qui n'existe pas encore, mais que les CNP, nouvellement constitués et réglementairement constitués, sont en train de travailler et dont on espère qu'ils pourront être pris pour le nouveau triennal, ce qui donnera évidemment à la fois aux professionnels mais aussi aux employeurs une idée de l'idéal à réaliser dans le maintien des compétences. C'est également le DPC une offre qui est évaluée. L'Agence nationale du DPC a pour mission, au-delà de sa mission de pilotage, mission principale d'évaluer l'offre. Et évaluer l'offre, ça passe par agréer les organismes. Tout organisme ne peut pas être un organisme de DPC. Deuxièmement, évaluer
administrativement l'ensemble des actions, c'est-à-dire qu'on évalue est-ce que ça rentre dans les orientations prioritaires, est-ce que c'est dans le périmètre de compétences des professionnels. Et 3, on a exclu, ça je vous le dis, du champ du DPC, tout ce qu'on appelle les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Voilà. Donc ça, tout ce qui n'a pas un fondement scientifique démontré, état actuel des données de la science, n'est pas pris en charge dans le cadre du DPC. Et enfin, c'est une offre évaluée scientifiquement et pédagogiquement par des professionnels de santé, les commissions scientifiques indépendantes. Et puis on a mis en place, vous le savez, toute une série de contrôles des actions a posteriori, sur pièce, avec des questionnaires d'évaluation. Et il n'est pas exclu que l'agence du DPC, quand elle a des doutes sérieux sur l'effectivité d'un certain nombre d'actions, puisse faire des visites sur site, lui permettant d'attester de la façon dont les choses fonctionnent en réalité. Le DPC, c'est une obligation contrôlée par les instances ordinales pour toutes les professions de santé qui sont inscrites à un ordre, par les ARS pour les libéraux qui n'ont pas d'ordre, et s'il y a des employeurs parmi vous, on le verra tout à l'heure, tous les professionnels de santé salariés qui n'ont pas d'ordre, c'est l'employeur qui est l'autorité de contrôle. Et pour vous aider au contrôle, c'est pas à vous, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire des tableaux individuels, etc. C'est aux professionnels de rendre compte. Et on va déployer, je l'espère en septembre, ce qu'on appelle le document de traçabilité qui est prévu réglementairement et qui est en fait un portfolio qui servira aux professionnels de santé à colliger tout ce qu'il aura fait en matière de DPC et à en rendre compte, d'une part à la fin du triennal, mais aussi à tout moment. Il est possible de demander à un professionnel, quand il y a une problématique de plainte, de discipline, etc., de démontrer qu'il a maintenu son obligation de DPC et sa compétence. Enfin, c'est un dispositif financé. Alors, c'est complexe, mais je vais dire les choses rapidement. L'Agence nationale du DPC finance les libéraux. S'agissant des salariés, les financeurs, ce sont les employeurs et ce qu'on appelait les OPCA avant la loi qui vient d'être prise et qui transforme les OPCA en OPCO, opérateurs de compétences. Et donc, assez simplement, on finance les libéraux, les employeurs et les OPCO financent les salariés. Et c'est évidemment un certain nombre, à vous, d'une certaine manière, de prévoir la possibilité de financement. Un point important autour du financement, la loi dispose que l'ensemble des financeurs concourent au financement. Il n'a jamais été dit dans la loi que le financement devait être exhaustif. L'ensemble des financeurs concourent. Un professionnel de santé, et on l'a toujours dit, peut autofinancer. Et il n'a jamais été question que les pouvoirs publics financent intégralement et les employeurs financent intégralement. On est dans une autre logique que le plan de formation, puisque c'est une obligation qui s'applique individuellement à chaque professionnel. Alors voilà très rapidement le DPC et évidemment comment tout ça s'incarne en établissement. Là je vais laisser la parole à Jean. Alors, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de stand de Nike dans le... Tiens, tu me passes la diapositive suivante. Et on a détourné un peu leur logo. Je vais essayer en quelques plaques, de vous démontrer que finalement, dans les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, on fait déjà énormément de choses qui permettraient de valider l'obligation de DPC. Et donc, ça n'est pas si compliqué que cela. Just do it. Alors, le premier point, aujourd'hui, si on fait un bilan de situation, eh bien, on a
beaucoup de constats de points d'amélioration. Aujourd'hui, comme l'a souligné Michel, le DPC est centré sur la formation. Le schéma le plus fréquent, c'est qu'il y a une commission du DPC à la CME parce qu'il y a de la gestion financière derrière. Et puis, il y a aussi une autre commission de formation à la DRH. Et tout ce petit monde pense s'occuper du DPC. Les démarches de PP et de gestion des risques sont habituellement hors DPC. Il y a des directions qui s'en occupent. Et le moteur, c'est essentiellement la certification HAS. Une fois tous les 4 ans, on refait le tableau. En général, d'ailleurs, on l'enjolive un petit peu. Et puis voilà. Et les démarches ne sont pas structurées. Quant à l'accréditation médicale, elle est limitée dans le public à quelques médecins. Elle est très développée dans le secteur libéral. On sait pourquoi. Il y a un intérêt financier dans la prise en compte, dans la prise en charge des cotisations de responsabilité civile. Et le point le plus dur et le plus grave pour ces démarches, c'est que lorsqu'un, mettons un chirurgien ou un anesthésiste, ou enfin quelqu'un qui fait un exercice à risque, est engagé avec un organisme agréé, il fait ses déclarations sur Internet, ça fonctionne très bien, c'est l'HAS compile ces informations et en tire des plans d'amélioration qui sont tout à fait intéressants. Mais l'établissement lui-même n'a pas connaissance des événements indésirables qui ont été signalés. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Alors, quelques mots pour rappeler, là je vais passer très vite parce que ça n'a pas un énorme intérêt, hein, mais que le DPC, c'est une responsabilité de l'établissement à tous les étages, la CME, le comité technique, l'employeur lui-même. Et comme le DPC répond à des objectifs d'amélioration qui sont dans le programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité, eh bien, on retrouve également la commission des usagers et d'autres acteurs. La suivante. Alors, finalement, peut-être 2 plaques pour esquisser ce que pourraient être les conditions de la réussite, d'une meilleure réussite du DPC dans les établissements de santé. Bon, d'abord, aujourd'hui, nous n'avons pas de politique de DPC. Il y a une politique de formation qui, en général, est étiquetée DPC, mais ce n'est pas une politique de DPC. Donc, il n'est pas question d'imposer un certain nombre de choses, mais ça doit respecter les spécificités des métiers, des spécialités. On voit bien qu'avec le travail de parcours de DPC des CNP, ça va s'affiner avec les années qui viennent, parce que ça va prendre des années. Et cette politique de DPC, elle doit être validée par les instances. Ensuite, il faut probablement, et notamment dans la perspective du travail en équipe, unifier le pilotage de ces démarches de DPC. Il n'est pas tout à fait normal que lorsqu'il y a de la gestion des risques en équipe, lorsqu'il y a de l'évaluation des pratiques professionnelles en équipe, c'est pratiquement toujours le cas, eh ben, il y a 2 structures qui ne s'en occupent pas, hein, la commission DPC de la CME et la commission de formation de la DRH. Il y a bien entendu le problème du suivi annuel du DPC, ça a été évoqué là tout à l'heure avec le document de traçabilité. Et il est clair qu'aujourd'hui, le DPC dans nos établissements souffre d'un défaut de communication, d'un défaut de connaissance. Et donc, vraisemblablement, le moment est venu. Ce travail a été fait pour toutes les autres démarches de qualité, j'allais dire transversales, sur l'organisation. Ça a été fait au travers de la certification. Nous savons tous qu'une visite de certification, c'est un grand plan de communication qui commence, 18 mois, 24 mois avant. On en parle tout le temps aux instances. Et globalement, tout le monde finit par en avoir au moins entendu parler un petit peu et savoir ce qu'il y a derrière. Bon, aujourd'hui, ce travail n'est pas encore
mis en œuvre en ce qui concerne le DPC. La suivante, un autre point, une autre condition de réussite, c'est que, en général, les établissements de santé, et je ne parle pas que des CHU, même si c'est un peu mon expérience, mais en général, les établissements de santé ont un organisme de DPC, un ODPC. Cet ODPC, il faut que les établissements de santé le fassent vivre. Il faut qu'ils compilent toutes les démarches de formation, bien sûr, mais aussi d'EPP et de gestion des risques qui concernent chaque profession et que ces démarches soient déposées sur le site de l'agence du DPC. Ces démarches peuvent concerner des équipes, elles peuvent concerner des professions, des spécialités. Enfin bon, il y a toutes sortes. On va redire peut-être un mot tout à l'heure de l'arrêté sur les priorités, mais c'est un arrêté qui est tout à fait ouvert. Et puis par ailleurs, faire vivre l'ODPC, c'est aussi assurer et transmettre le suivi annuel de toutes ces actions. C'est pas très lourd du point de vue de ce que l'agence exige, mais toutes ces actions qui ont été déposées sur le site. Alors l'établissement ODPC, donc d'abord il faut que l'établissement s'enregistre comme ODPC. Il y en a quand même quelques-uns maintenant, hein, Michel? Ouais. On en a 300, mais qui justement, Jean va en reparler, ne déposent globalement que leurs actions de formation, et c'est dommage, on va y revenir. Voilà. Donc enregistrez-vous, hein, ça c'est un premier point. C'est essentiel, c'est une étape qui est indispensable si on veut derrière valoriser, au-delà des actions de formation, les actions d'EPP, de gestion des risques des professionnels. Vous avez bien entendu tout à l'heure que pour valider, là on est sur le socle minimum, enfin si déjà on faisait le minimum, ça serait pas mal. Pour valider l'obligation de DPC, un professionnel doit valider soit une action de formation et une action de PP, soit une action de formation et une action de gestion des risques, soit une action de PP et une action de gestion des risques. Hein, on est d'accord. Donc, encore une fois, c'est le socle minimum et on espère qu'avec le temps, ça va se structurer un petit peu mieux et qu'il y en aura un petit peu plus. Bon, mais... Juste... Parce que autour du socle minimum, mais c'est vraiment un message important. Oui. C'est pas parce qu'il y a un socle minimum que le contenu doit être minimal. On a un certain nombre d'actions qui sont présentées chez nous de la part d'établissements, qui rentrent dans les orientations, tout va bien. Mais c'est la énième action, réviser les bases de l'hygiène hospitalière. Vous avez vu l'enjeu que j'ai mis. Maintenir régulièrement ses compétences. Si pendant toute une carrière, quelqu'un ne maintient sa compétence qu'en révisant le lavage des mains, on ne va pas loin. Voilà. Oui. Enfin, les mains seront propres. Mais... Bon. Alors, ça veut dire quand même qu'au-delà de la formation, pour ce qui est de l'EPP et de la gestion des risques, si on veut pouvoir déposer une action de ce type-là sur le site de l'agence, eh bien, il faut que l'action soit rédigée. L'agence ne demande pas grand-chose. Hein. Vraiment, c'est quelque chose d'assez simple. Mais il faut quand même que ce soit rédigé et qu'il y ait un effort de publication. J'insiste sur le fait que l'agence ne demande pas grand-chose, car il y a eu une période où il n'y avait pas la possibilité, il n'y avait pas de formulaire spécifique pour ces actions EPP et gestion des risques. Et donc, c'était vraiment extrêmement difficile simplement de publier sur le site de l'agence une action de PP, une action de gestion des risques. C'était un parcours du combattant, et comme il manquait toujours quelque chose, évidemment la démarche n'était pas acceptée. Bon, ce message a été entendu par l'agence, et il y a maintenant des formulaires spécifiques qui permettent de déposer l'audit clinique, le chemin clinique, la RMM, enfin, etc.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne manque pas des choses, Oui. mais ça... Bon. Donc, derrière, il faudra que l'établissement au DPC transmette tous les ans le suivi des actions. Il n'y a plus de contrôle a priori, autre que d'intégralité des points administratifs qui sont demandés. Mais il n'y a plus de contrôle a priori sur l'action. Autrement dit, on ne vous demande pas 150 pages de justificatifs pour que la commission scientifique indépendante accepte, ou n'accepte pas d'ailleurs, le programme, ou l'accepte pour les chirurgiens dentistes, mais pas pour les sages-femmes. Donc c'est plus comme ça que ça fonctionne. Il y a par contre un contrôle a posteriori par échantillonnage, hein, et donc l'agence du DPC peut demander, va demander, a posteriori, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans. Hein, on demande, on regarde quand même systématiquement les documents minimums que vous nous déposez. Et on va y arriver sur les méthodes. Quand vous nous déclarez une RMM, que ce n'est pas une RMM, on ne prend pas. Ouais. Non, ce que j'étais en train de dire simplement, c'est que l'évaluation de la RMM a posteriori, elle se fait par échantillonnage. C'est ça que je disais. Alors, les méthodes. Les méthodes, c'est la haute autorité de santé qui les définit. Donc, elle les a définies il y a déjà quelque temps. Elle les a actualisées. Et vous voyez des choses tout à fait classiques depuis les années 90, l'audit clinique, le chemin clinique, les RCP, etc., la pertinence. C'est plus récent, ça. Et puis, vous voyez apparaître, par exemple, le patient traceur. Aujourd'hui, de très nombreuses équipes dans nos établissements, et puis ça va aller en augmentant, puisque vous verrez, si vous allez écouter la V2020 cet après-midi, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses sur beaucoup d'utilisation du patient traceur, et il faudra que vous les anticipiez. Donc il y a de plus en plus d'équipes qui vont avoir fait du patient traceur. Attention, faire un patient traceur, ça ne permet pas de valider son DPC. Ce qui permet de valider son DPC, c'est d'être engagé dans des démarches de type patient traceur et d'en avoir tiré des actions d'amélioration et d'être capable de dire que les actions ont marché ou n'ont pas marché, parce que de temps en temps, elles ne marchent pas. Mais ça, c'est normal. Mais voilà, donc on va prendre quelques exemples. Et par rapport à ce que je vois, parce que c'est un peu ce qu'on voit à l'agence, ça, attention, lisez les méthodes. Un QCM avant-après la formation, ce n'est pas un audit clinique. Un temps d'échange en formation, ce n'est pas un staff EPP. Aujourd'hui, on a de vraies difficultés d'appropriation des méthodes. Et évidemment, on rejette essentiellement parce que la méthode déclarée, ce n'est pas la bonne. Voire, il n'y en a pas, en fait. Oui, c'est ça. Je suis chirurgien, j'ai eu un pépin, j'ai failli avoir une erreur de côté, ou même je l'ai eu. Je fais une RMM là-dessus. Je pense que si le chirurgien déclare ça, ou son équipe, à l'agence du DPC, c'est pas recevable. Le RMM, c'est récurrent, c'est régulier, c'est une analyse de l'ensemble des événements. C'est pas forcément un intervalle fixe, ça peut être déclenché par des événements particuliers, mais en tout cas, c'est une démarche continue. Ça n'est pas à propos d'un cas. Sinon, ça serait trop facile. Alors la RMM, vous la voyez apparaître, enfin RMM CREX, non, attends, voilà, reviens avant encore, voilà. La RMM ou CREX, vous la voyez apparaître à la fois dans les démarches de PP et les démarches de gestion des risques. C'est historiquement une démarche d'évaluation de pratique professionnelle, mais quelqu'un qui a une belle activité des réunions de concertation pluridisciplinaire, un cancérologue, un gériatre, qui est dans une équipe. Et encore une fois, je ne parle pas que des médecins, parce que le gros du travail sur le DPC, ce n'est pas les médecins, c'est les paramédicaux. Bon, donc quelqu'un qui est engagé dans une démarche de ce type-là, si à côté ils sont engagés dans une démarche de gestion des risques bien structurée de type RMM, il peut déclarer les deux et valider. Encore une fois, on est à l'étape du socle minimum. Ça va augmenter après
il peut valider simplement avec ces 2 actions. La suivante. Donc, just do it, bah oui, il y a un existant à valoriser, et donc ces actions sont obligatoires pour des tas de raisons depuis déjà pas mal de temps, depuis 1991, et donc, just do it, il faut les formaliser, peut-être renforcer la rigueur méthodo de temps en temps, souvent même, hein, mais à partir de ce moment-là, vous les déclarez et ça marche. La suivante. Alors, je ne vais pas... J'ai 3-4 plaques sur des exemples de critères de qualité. Je vais simplement prendre celle-là parce que c'est la première. Ça fait référence aux sources de la Haute Autorité de Santé et quelquefois d'ailleurs de la Haute Autorité de Santé et l'INCa si on prend l'Institut du Cancer, si on prend les RCP. C'est simplement vous dire que ce qui est exigé par l'agence et puis qui sera regardé par les commissions scientifiques indépendantes, ce sont des choses qui sont publiques. C'est facile à trouver. Hein, la RMM, elle est là depuis 1 an. Elle est définie, il y a un document, il y a une charte ou un règlement intérieur, il y a une procédure, il y a un bilan annuel d'activité qui tient sur 1 page ou 2, c'est pas plus que ça, et il y a des informations dans ce bilan annuel d'activité. Alors, on va passer rapidement sur les suivantes. Encore, non, on va pas, là, on va pas, voilà, pour rattraper. Donc, bien entendu, chaque établissement peut se doter d'indicateurs sur le suivi de son DPC. Est-ce que les plans sont respectés? Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Est-ce que d'ailleurs ces objectifs, au-delà du nombre de professionnels engagés, est-ce qu'ils ont permis d'améliorer un peu la situation, réduire les risques, etc. La suivante. Alors, j'ai souhaité, en accord avec Michel, mettre 1 ou 2 mots sur le financement, parce que c'est des questions qui reviennent en permanence. Il a déjà été dit que pour l'exercice libéral, les choses sont assez claires, et vous avez même le chiffre là qui a été utilisé en 2018 pour les médecins de 1 940 € par an. Pour les établissements de santé, la situation est différente et elle dépend de savoir si l'établissement est affilié ou non à l'ANFH. S'il est affilié, il y a une enveloppe correspondant au budget de formation. J'insiste là-dessus. C'est du budget de formation. Hein, voilà. S'il n'est pas affilié, eh ben, c'est l'établissement qui paye intégralement le programme de DPC, formation ou pas. La suivante, voilà. Alors, quelle est la situation des actions de PP et de gestion des risques au regard de ces éléments de financement? Eh bien, il faut quand même remarquer que ces actions de PP et de gestion des risques, ce sont des obligations légales et réglementaires pour, au moins pour le public, pour les praticiens hospitaliers depuis 1991. C'est dans le Code de la santé publique, ça fait partie des missions hospitalières et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un financement particulier là-dessus. Par contre, effectivement, on peut admettre que les actions de PP et de gestion des risques intégrées dans une action de formation puissent prétendre indirectement à un abondement par l'agence du DPC. Voilà la suivante. Alors, oui. C'est juste en matière d'ouverture, parce que ça se discute en ce moment au Parlement. Vous avez vu qu'à l'international, au-delà du DPC, ils vont plus loin. Donc j'ai eu envie, voilà, le DPC est au-delà, puisque la question est, c'est tout petit, mais le DPC suffit-il à garantir la compétence? Faire de l'EPP, faire de la gestion des risques, se former, est-ce que ça suffit pour garantir la compétence? Et on a vu qu'à l'international, ils vont plus loin et ils mettent en place ce qu'on appelle un dispositif de recertification périodique. Et ce dispositif de recertification périodique, il est inscrit dans le projet de loi de santé, tel qu'il est discuté aujourd'hui au Parlement. Voilà ce que dit le texte. Le gouvernement est autorisé par voie d'ordonnance à
créer une procédure de certification permettant de garantir à échéance régulière le maintien des compétences, la qualité des pratiques, l'actualisation et le niveau des connaissances, et de déterminer les professionnels concernés. Vous allez dire, c'est la même chose. Non. Et quand on regarde, il y a eu un rapport, qui est le rapport de Serge Usan, qui était le doyen de Paris 6. Ça intègre le DPC et ça va au-delà. Ça veut dire que quand on regarde ce que pourrait être la procédure de certification périodique, c'est bien sûr le DPC. Donc, vous voyez, au début, j'ai posé la question que vous vous posez tous, c'est quoi ce machin compliqué, d'où ça sort? Ça sort de toute la littérature internationale et de ce qui se met en place. Voilà. Est-ce que le DPC va mourir de sa belle mort comme plein de dispositifs sont morts de leur belle mort? La réponse est non. Le DPC va être intégré dans un dispositif qui va aller sans doute plus loin pour un certain nombre de professions. Donc, d'autant plus, il faut s'en emparer, le mettre en place, et qui, au DPC, ajoutera toute autre formation ou activité contribuant au maintien des compétences, des indicateurs d'activité, ça c'est hyper important. Ceux qui ont mis les choses en... Il faut... Par exemple, aux Pays-Bas, la recertification, il faut travailler au moins 2 demi-journées et avoir une activité suffisante sur des actes traceurs. Ça, c'est important. Non-existence de signaux négatifs, plainte, sinistralité. Donc, vous voyez que ça va au-delà. Des choses sur la relation au patient et notamment les modalités de prise en compte de la vie du patient, la décision médicale partagée. Et enfin, un point, et j'aurais envie de conclure là-dessus parce que le temps, hélas, va vite. La santé des professionnels. Vous savez qu'à la Haute Autorité de Santé est travaillé depuis 2010 le lien entre la qualité de vie au travail, la qualité de la santé des professionnels et la qualité des soins. Et à l'évidence, l'attention portée par chaque professionnel à sa santé sera également un élément de la certification périodique. Donc, mettez en œuvre le DPC en établissement. Jean vous a donné toutes les modalités pour le mettre en œuvre. Pensez aussi que pour ce nouveau dispositif qui arrive, avoir construit un DPC solide vous permettra évidemment ensuite de l'intégrer dans cette procédure qui s'annonce et qui devrait démarrer à partir de 2021. Merci de votre attention. Alors, peut-être, on a atteint la limite, on a été un peu long. Est-ce que vous avez quelques... On peut se donner probablement 5-10 minutes. Est-ce que vous avez quelques questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez poser des questions? Oui, bonjour, Anne-France Henry, organisme de formation DPC nouvellement agréé. J'avais une petite question par rapport à la recertification. Est-ce que les organismes de formation seront intégrés dans l'élargissement du DPC vers la recertification? Non. Les organismes de DPC, ils vont continuer à faire du DPC. D'accord. De toute façon, vous avez vu ce qu'est la recertification, c'est plus du DPC. Hein. Oui, les indicateurs d'activité, de sinistralité, etc., ça échappe totalement à l'idée d'un organisme de DPC. D'accord, très bien, merci. En plus, ouais. Les ordres, les CNP, enfin d'autres acteurs. Ouais. Bon. D'autres questions? Eh ben alors, je conclurai comme just do it. Voilà. Et on attend les nombreuses actions, et notamment de EPP, gestion des risques, des établissements de santé. Lisez les méthodes. Merci. Juste un mot. Merci. Peut-être on peut vous dire que sur le site de l'agence du DPC, il y a un guide d'aide au dépôt des actions de DPC. Et déjà, la lecture de ce guide vous donne la plupart des clés que l'on vient d'essayer d'esquisser là, en 45 minutes. Plus simplement que le guide, quand vous allez sur le masque de saisie de votre action, il y a en regard de chaque pavé à remplir les attendus. Et
lisez les attendus et respectez les attendus, vous verrez, ça passe beaucoup plus vite. Souvent, quand on rejette, c'est qu'on n'a pas ces attendus minimums. Merci.